Voilà, donc après cette pause, nous avons deux communications. У нас еще два доклада. La première est celle de Marlène Laruelle, Доклад Марлен Ларуэль, qui est historienne, она является историком, chercheur associé au Centre d'études ученым des mondes russes, caucasiens et centre-européens, в Национальном центре научных исследований, лаборатории. à l'Observatoire des États post-soviétiques et à l'Observatoire des États post-soviétiques Она работает в обсерватории, которая изучает постсоветское пространство, государства постсоветских. Les deux travaux que l'on peut citer principalement И две работы, которые можно назвать relativement à notre sujet sont в отношении и относящиеся к нашей теме. un essai intitulé Mytharien et rêve impérial dans la Russie du XIXe siècle. Это первая работа, ее можно назвать, ой, je vous prie de répéter. Mythe arien Арийский миф et rêve impérial и имперская мечта dans la Russie du XIXe в siècle. России XIX века. Et l'autre essai s'intitule Le nouveau nationalisme russe. Второе эссе называется «Новый российский национализм. Des repères pour comprendre. Отправные точки для его понимания». À vous la parole. Пожалуйста, вам предоставляю Merci. Bon, je vais vraiment poursuivre la discussion que nous venons d'avoir qui a suivi le papier de Victor. Фактически моя тема является продолжением того, что представлял Qui Виктор. porte sur la manière dont la race a été repensée par la culture, par les nouvelles droites russes et françaises dans la deuxième moitié du XXe siècle. Расы во второй половине 20 века во французской культуре и в российской культуре. D'accord, je continue. Donc c'est un exercice de style de comparaison, sachant que je travaille en fait sur la Russie et non sur la France. Dans une première partie rapide, je voudrais juste revenir sur les deux contextes dans lesquels le débat autour de la race se développe en France et en Russie. Dans une seconde partie, je voudrais suivre les parcours de cette nouvelle droite russe et française en parallèle. Et dans une troisième partie, revenir sur leur espace de résonance dans les sociétés françaises et russes. Premier élément, la question des contextes. Très brièvement et de manière très schématique, et comme vous l'imaginez, considérer qu'il y a un contexte européen d'un côté et un contexte russe de l'autre côté. Il faut quand même parler un peu plus espacé. D'accord. Donc, un contexte européen et un contexte russe qui, en fait, ne sont pas des entités closes, mais ont connu de très larges passations et mouvements de contact, en particulier au XIXe siècle et aujourd'hui depuis 20 ans. Très brièvement, on peut dire qu'au XIXe siècle, en Europe occidentale et centrale, le thème de la race est très présent dans les sciences humaines, dans les discours d'essayisme, mais également dans les discours publics, officiels, politiques, en particulier autour du thème de la colonisation. En Russie, dans la Russie tsariste de l'époque, le thème de la race est très peu développé dans la discipline académique de l'ethnologie, parce que dans l'ethnologie russe du XIXe siècle, on classe les populations essentiellement en utilisant la terminologie de la nationalité, de la tribu ou de l'ethnie, mais pas celle de la race, qui est en fait utilisée dans un cadre sémantique extrêmement limité, celui de l'anthropologie physique. Par contre, dans les travaux d'essayisme ou publicistique en russe, on trouve un large usage de la race, du terme de la race en particulier, au sein de l'école slavophile,
inspiré par les travaux de Khomyakov dans la première moitié du XIXe siècle, mais où le thème de la race est compris dans un sens éminemment culturel et linguistique, sans allusion à la race physique ou biologique, également sans racisme au sens politique et sans antisémitisme. La spécificité de la Russie tsariste à cette époque, c'est qu'on n'a pas les textes essayistes autour du thème de la race qu'on a connu en Europe occidentale et en particulier en France. Il n'y a pas d'équivalent russe à Gobineau, à Gustave Le Bon ou à Renan. Et il n'y a pas vraiment d'usage du terme de la race dans les discours sur la colonisation de l'Asie centrale, par exemple. Ces deux contextes culturels vont continuer à diverger tout au long du XXe siècle, tout d'abord dans les années 20-30, où évidemment l'Union soviétique ne connaît pas la diffusion du terme de race, du racisme et de la montée du nazisme. Et très nettement, après 1945, ce qu'il faut bien réaliser pour comprendre le contexte soviétique, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le discours sur la race et le discours sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là la grande différence avec l'Europe de la deuxième moitié du XXe siècle. Dans l'Europe de l'après-45, le terme de race a été très largement disqualifié et il n'est plus développé que par des milieux d'extrême droite extrêmement restreints qui eux-mêmes vont chercher dès la fin des années 50 à dépasser cette définition physique ou somatique ou biologique de la race. En Union soviétique, le discours sur la Seconde Guerre mondiale est un discours sur le fascisme, sur l'ennemi allemand, sur la guerre patriotique des Russes. Et à aucun moment, le thème idéologique de la race et du racisme n'est intégré à, par exemple, l'éducation civique des jeunes Russes, des jeunes soviétiques qui est faite autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'y a pas de tabou en Russie aujourd'hui, dans tout l'espace post-soviétique, autour de l'idée de race. Et pour vous donner un exemple extérieur à l'URSS, aujourd'hui, l'idéologie officielle promue par les autorités politiques du Tadjikistan, c'est l'arianisme. Et vous ne pouvez pas arriver à mener un débat avec eux sur le fait que ce thème arien est considéré comme non recevable politiquement pour nous, alors qu'il l'est pour eux parce qu'il n'y a pas cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale telle que nous l'avons eue. Il n'y a aussi pas de gêne dans l'ensemble de la région à lier dans le discours quotidien des traits physiques à des traits de caractère et à le formuler sous le thème, non pas de la race, parce que le mot est relativement peu usité, mais sur le thème de l'ethnos. C'est ce que Victor nous a expliqué tout à l'heure. Deuxième partie, donc sur la naissance des nouvelles droites. En France et en Europe de manière générale, dès la fin des années 50 et toutes les années 60, une partie des mouvements d'extrême droite, regroupés au sein d'un mouvement pan-européen, dit Jeune Europe, considère que la race au sens biologique ou physiologique pose problème. Elle pose problème parce qu'elle n'a plus le soutien populaire évidemment, mais plus profondément elle pose problème sur le plan théorique. De plus, pour ces mouvements d'extrême droite, la race a servi à justifier les nationalismes européens et des guerres fratricides. Et donc, il y a toute une mouvance qui va émerger dans les années 60 autour du groupe du GRES, le groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne, qui va se donner pour objectif de transformer en profondeur le cadre théorique permettant l'expression du racisme en insistant sur des éléments culturels ou civilisationnistes. Ces courants qui émergent dans les années 60, en grande partie en France, ou dans le monde francophone en tout cas, parce que la Belgique est également extrêmement importante, sont profondément marqués par l'ère du temps. Ils sont marqués par le succès du marxisme dans les milieux intellectuels européens,
Ils sont profondément marqués par le tiers-mondisme, par le discours de décolonisation, par les appels à l'égalité des peuples et par la structuration des revendications identitaires sur les femmes, sur les minorités. Et la principale personnalité qui émerge au sein de ce mouvement français, c'est Alain de Benoist, qui va être le plus grand théoricien de la nouvelle droite francophone et qui va vraiment tenter de concilier les apports de la pensée tiers-mondiste ou plus largement les apports d'une certaine pensée progressiste à des conceptions raciales en tentant de construire un concept de race qui soit fondé sur des critères culturels et qui récuse très ouvertement les concepts biologiques ou physiologiques, et il a été également l'un des premiers venant de mouvance d'extrême droite à être extrêmement critique sur ce qu'avait été le nazisme et à reconnaître l'Holocauste. Donc concrètement, ce que le mouvement Grèce a été capable de faire, c'est de dévaloriser les critères physiologiques qui n'ont pas totalement disparu, mais qui passent d'une certaine manière en arrière-fond, pour intégrer un discours qu'on définirait aujourd'hui comme civilisationniste, qui pense que les cultures sont innées, qu'elles ont une essence, qu'on doit les respecter, que les religions, les lois, les coutumes, les traditions, les modes de vie sont imperméables les uns aux autres, qu'une culture ne peut emprunter à une autre, elle ne peut se mixer et elle ne peut changer. Il y a donc le même processus d'ontologisation des peuples ou des individus, mais à partir de critères qui sont essentiellement culturels, dans lesquels la religion joue un rôle important, pour reprendre la discussion qu'on a eue tout à l'heure, qui sont également fondés sur une sorte de lecture ethnologique ou folklorique des modes de vie traditionnels. Cette nouvelle droite est devenue relativement visible dans le monde médiatique francophone à la fin des années 70 et au début des années 80, en particulier parce que le groupe d'Alain de Benoist a réussi à influencer directement une partie de la vie médiatique française, en particulier à travers le Figaro. Mais le mouvement s'est développé, comme j'ai dit, également en Belgique, en Italie, en Espagne, en Allemagne, et il a des petits groupes également dans les pays nordiques. Et c'est là qu'apparaît ce terme de nouvelle droite, qui marque vraiment la naissance d'un renouvellement théorique des arguments racistes, et l'idée également que pour parvenir au pouvoir, il faut conquérir les milieux intellectuels, qui jusqu'à présent étaient largement de gauche. Donc c'est à la fois une innovation théorique et une reconquête idéologique, et la première innovation théorique de mouvements se déclarant de droite depuis 1945. Ce succès est évidemment à mettre en parallèle avec le succès à la même époque, fin des années 70, début des années 80, du thème du néoconservatisme dans le monde anglo-saxon, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, avec les mêmes stratégies de lobbying et l'idée que deux petits groupes d'intellectuels influents doivent chercher à conquérir les universités et ensuite le pouvoir politique pour pouvoir l'influencer. Un autre élément qui explique le fait que cette nouvelle droite était capable de se faire entendre médiatiquement, c'est qu'elle était en accord avec les discours sur l'unité européenne, puisqu'elle a su s'inscrire dans l'idée de la construction de l'Europe en promouvant une identité européenne qui s'oppose donc en tant que civilisation aux autres civilisations, mais qui ne joue plus la carte des nationalismes traditionnels pays par pays. En Union soviétique et en Russie, on a des parcours relativement différents. À partir de la fin des années 50, lorsque le système politique soviétique commence à évoluer et que la dissidence se structure, les personnes que l'on peut identifier comme d'extrême droite
joue des arguments extrêmement classiques pour la Russie, les valeurs slavophiles, les valeurs de la monarchie, les valeurs de l'orthodoxie, ou dans une autre gamme, des références au stalinisme, mais à aucun moment l'idée de race n'est présente. La situation évolue progressivement à la fin des années 70, quand au sein de la dissidence apparaît pour la première fois un groupe structuré d'amis et de collègues qui construisent leurs réflexions sur l'idée que le slavophilisme est une erreur, toutes les théories panslavistes sont des erreurs, le monarchisme est un archaïsme politique et les références à Staline sont également déplacées. Et ce groupe d'intellectuels, donc dissidents, va réussir à obtenir, grâce au samizdat, grâce à leurs contacts, un accès relativement détaillé aux grands textes occidentaux, principalement français et belges, mais également allemands. Et ce groupe, qui est dominé par deux personnalités, Yuri Mamieyev et Evgeny Golovin, va peu à peu constituer une sorte de premier petit groupe intellectuel où, avant même de lire Alain de Benoît, on lit les grands textes ésotériques du traditionnalisme, et en particulier René Guénon et Julius Evola. Et là aussi, leur réflexion sur l'idée de civilisation se fonde sur une lecture religieuse inspirée par Guénon, selon laquelle les inégalités entre peuples et les différences d'essence entre peuples et entre individus sont quelque chose de naturel, donc quelque chose qu'il faut préserver, et il faut s'opposer à toute idée d'une égalité parce qu'elle est comprise comme celle d'un nivellement des cultures. C'est un groupe extrêmement original qui se structure là parce qu'il comprend des personnes intéressées par des approches politiques, des philosophes, des poètes, des peintres, mais également parce qu'il regroupe des Russes orthodoxes de tradition, mais également des musulmans de Russie. Et il faut bien se rendre compte qu'il existe en Russie une nouvelle droite islamique à travers la personnalité de Djemal, qui développe sa propre lecture de ce racisme culturel. Ce mouvement est resté dans l'ombre une grande partie des années 80. Il a refusé de se solidariser avec les premiers grands mouvements nationalistes de la perestroïka, en particulier Pamiat, qu'il a dénoncé comme étant populiste, xénophobe, archaïque et antisémite. Et il apparaît vraiment au grand jour dans le monde médiatique russe au tout début des années 90, mais il apparaît transformé parce qu'il est porté par une personnalité unique ou majeure, Alexandre Douguine, qui construit son succès médiatique russe dans les années 90, non pas sur le thème de la nouvelle droite à proprement parler, mais sur le thème de l'eurasisme, c'est-à-dire de l'idée d'une spécificité de la civilisation d'Eurasie, de l'Eurasie, qui s'opposerait aux autres civilisations. En fait, Douguine a eu vraiment sa plus grande période de succès dans les années 90 et il est aujourd'hui entré dans une phase beaucoup moins visible médiatiquement, mais ces grands textes que l'on peut, théoriques, que l'on peut inscrire comme étant ceux de la nouvelle droite, se sont construits de manière continue dans les années 90 et aujourd'hui, même si aujourd'hui la thématique n'est plus directement formulée comme étant la version russe de la nouvelle droite européenne, mais avec des références croissantes au néoconservatisme américain, dû au succès de ces néoconservateurs dans l'administration Bush. Et Douguine occupe aujourd'hui un poste relativement important au MDU, dans lequel il continue à développer ses théories du néoconservatisme. Donc, comme Alain de Benoît, il a eu des stratégies de lobbyisme en essayant de pénétrer les cercles de décision russes, avec un succès relativement limité en tant qu'individu. En parallèle, se sont redéveloppés en Russie dans les années 2000 une raciologie beaucoup plus classique, dont Victor a rapidement parlé, fondée là sur le renouveau des grands textes d'anthropologie physique du 19e siècle et du début du 20e siècle, mais c'est un mouvement plus marginal. Troisième partie sur les espaces de résonance et en fait la large interaction
qui peut exister entre les nouvelles droites européennes et la nouvelle droite russe. Le premier élément à noter, c'est que dans les deux cas, ces nouvelles droites ont vraiment réussi, par-delà le succès ou le non-succès des individus qui la portaient, ont vraiment réussi à étendre le champ du primordialisme ou de l'essentialisme à deux niveaux théoriques. Le premier, c'est que chaque individu naît avec une seule identité, il ne peut la rejeter, la transformer ou l'objectiver. Chacun est donc l'otage de la culture dans laquelle il est né. Le deuxième niveau théorique, qui est en fait le plus travaillé, c'est que chaque peuple a une identité propre, formée par l'histoire et la religion, qui n'évolue plus, n'est pas négociable et qui ne peut emprunter. Donc l'enjeu de ce racisme culturel, ce n'est pas d'établir un classement universaliste avec une échelle de valeurs sur laquelle il existe, dans laquelle se positionnent des peuples inférieurs et des peuples supérieurs, mais d'argumenter qu'il existe une sorte d'imperméabilité des cultures et qu'elles sont incommensurables les unes avec les autres, puisque chaque culture est unique, elle a sa propre valeur, son propre baromètre. C'est donc l'idée d'un thésaurus à préserver, car chaque culture est un organisme vivant. Et le plus important, c'est d'éviter la perte de soi. Ce qui est intéressant dans ce racisme culturel, c'est qu'officiellement, du moins c'est ce qu'il affirme, il ne croit pas en la hiérarchie des cultures. Dans la pratique, et comme Victor l'a illustré en citant plusieurs exemples en Russie, cette idée de non-hiérarchie est extrêmement ambiguë, puisqu'en fait, la hiérarchie se fait en fonction du lieu où on est. Donc lorsqu'on est chez soi, on est celui qui est en haut de l'échelle et les autres peuples invités doivent se soumettre à la hiérarchie ou aux valeurs culturelles du peuple qui est chez lui. Et bien évidemment, lorsqu'on creuse, on voit qu'il y a malgré tout toujours des discours implicites sur le fait que toutes les cultures ne se valent pas. L'une des spécificités aussi de ce racisme culturel, et c'est en ça qu'il est vraiment très en phase avec son temps, c'est que au lieu d'être de vouloir la haine de l'autre ou la destruction de l'autre, il affirme être hétérophile. Il veut au contraire que chaque culture reste comme elle est, qu'elle soit le plus préservée, que chaque petite parcelle de culture est une parcelle de l'humanité, mais par contre, il argumente son discours sur l'idée de mixophobie, que chacun reste chez soi et surtout qu'on ne mélange pas. Donc ce racisme culturel, il est en phase. Il a été en phase quand il s'est construit avec le thème des décolonisations, avec la construction européenne, avec la chute de l'Union soviétique, et il est aujourd'hui en phase avec les discours sur la globalisation. Et un des exemples à suivre, c'est le succès de Samuel Huntington en Russie et dans l'ensemble de l'espace post-soviétique autour du thème du clash des civilisations. Il est aussi en phase avec son temps parce qu'il développe une sorte de métadiscours sur le droit à l'identité, le droit à la différence, le nécessaire dialogue des cultures et des religions. En Europe occidentale et en France, ce racisme culturel, initié ou théorisé par la nouvelle droite, se construit aujourd'hui sur le sentiment européen et l'idée qu'il existe une unité de culture par-delà des divergences nationales anciennes, mais également, avant tout évidemment, sur la peur de la transformation des sociétés par les migrations et sur une sorte de fantasme sur l'évolution de l'équilibre démographique mondial. Il s'appuie donc sur la xénophobie, l'islamophobie et le discours anti-migrant, et son succès peut se voir dans la transformation du discours en France du Front National, qui a très bien mené ce tournant théorique, même si l'ancien racisme classique reste présent. On le voit également dans le succès de ce qu'on appelle la droite populaire, c'est-à-dire une sorte de groupe focalisé sur les questions migratoires qui travaille au sein de l'UMP. Et on l'a vu tout au long de la campagne présidentielle de 2012, par exemple la polémique autour de la viande halal ou des prières du vendredi, vraiment avec l'idée de conflit entre différents modes de vie.
Ce qui est intéressant de voir, et on a le même phénomène en Russie, c'est que le passage de l'antisémitisme à l'islamophobie est vraiment le symbole de ce passage de la race physique à la race culturelle. Et on a aujourd'hui une transformation globale de l'extrême droite européenne et russe sur la question de l'antisémitisme, puisque la plupart de ces mouvements sont aujourd'hui des mouvements pro-sionistes, puisqu'ils considèrent qu'Israël est un modèle de résistance à l'assimilation culturelle ou à la domination par les immigrés en Israël, les Palestiniens. C'est quelque chose qu'on retrouve en Russie aussi, et qui là aussi s'appuie non seulement sur cette théorie du racisme culturel, mais également sur le renversement qui a été possible de l'antisémitisme au pro-sionisme, rendu possible par le néoconservatisme américain et le soutien apporté à Israël. En Russie, comme je l'ai dit, c'est difficile de mesurer le succès politique à proprement parler du racisme culturel si on regarde uniquement le succès de ses personnalités, puisque Dugin n'est plus aujourd'hui considéré comme quelqu'un ayant réussi ses stratégies de lobbyisme. Par contre, il y a un très large succès populaire et intellectuel de ce racisme culturel autour du thème des migrations, qui sont vécues en Russie comme quelque chose sans rationalité explicitée, et donc qui suscitent ont suscité une rapide xénophobie à l'encontre des migrants essentiellement d'Asie centrale et du Caucase. La réactivation, bien évidemment, d'un racisme culturel traditionnel envers les peuples du Nord-Caucase. Mais on note également, et ça me semble important, une européanisation des référents identitaires au sein des courants dits nationalistes russes, qui regardent clairement vers l'Europe, développent très nettement depuis les années 2000 l'idée que la Russie fait partie d'un monde européen ou blanc qui doit être défendu contre les autres civilisations et contre leur invasion, évidemment. Et ce sera là mon dernier point, ce discours en Russie est en résonance directe avec le discours traditionnel soviétique sur l'amitié des peuples et le multiculturalisme à la russe. Pourquoi? Parce qu'en Russie, le multiculturalisme n'est jamais compris comme une valorisation de la mixité, de l'hybridation ou de la créolisation. Au contraire, le multiculturalisme ou l'amitié des peuples, telle que la propagande soviétique l'a formulée, c'est la superposition, sans jamais se rencontrer, des groupes ethniques qui doivent se préserver les uns des autres. Et on le voit en étudiant par exemple la place de ce discours sur l'amitié des peuples dans la science soviétique, puisqu'il avait pour corollaire des discours extrêmement répandus sur ce qu'on appelle ethnogénèse, donc la genèse ethnique, et ce qui est devenu très à la mode à partir des années 70 et qui l'est aujourd'hui encore, génafond, c'est-à-dire le fond génétique, qui est un terme extrêmement, très largement usité en Russie aujourd'hui pour définir cette essentialisation. On peut parler de génofonde de la musique, de génofonde de la langue russe, avec cette idée, et c'est employé par les officiels russes aujourd'hui, que par exemple les migrants centra-asiatiques parlant mal russe contribuent à la dégradation du génofonde de la langue russe. Donc l'idée fondamentale et qu'on retrouve aujourd'hui dans la Russie d'aujourd'hui et qui fait partie du discours construit par les autorités russes, c'est qu'il existe des attributs ethniques immuables qui doivent être protégés grâce à des ségrégations institutionnalisées. Donc c'est vraiment la culture qui se veut penser comme une race, et je vous renvoie à la citation ou aux travaux d'Étienne Balibar sur la culture pouvant fonctionner comme une nature, c'est-à-dire que les individus sont enfermés dans des généalogies culturelles dont ils ne peuvent se défaire, ce qui suppose, comme je l'ai dit, la peur de la mixité sociale avec le phénomène migratoire, mais également de très nombreux présupposés sociobiologiques. Et les discours russes sur le fait, par exemple, que les Nord-Caucasiens sont par essence non complémentaires avec les Russes, qu'ils ne sont pas compatibles en termes de mentalité et de comportement. Victor a évoqué le thème de l'ethnocriminalité.
On voit également l'idée de comportement dégénéré, donc une sorte de la racialisation des conduites sociales, et également une idée de conditionnalité, c'est-à-dire que la xénophobie aujourd'hui en Russie et la violence raciste est excusée car elle touche tous ceux qui refusent de jouer le jeu folklorique de l'amitié des peuples. Donc c'est un racisme culturel qui se trouve largement diffusé par-delà les biographies individuelles des théoriciens de la nouvelle droite qui n'ont pas forcément réussi à devenir ce qu'ils espéraient devenir, c'est-à-dire les conseillers du prince, mais qui ont réussi à largement diffuser, par des biais très larges, leur théorie, et d'une certaine manière, la rançon du succès, c'est justement l'oubli des pères fondateurs. Et je pense que le fait que ces racismes culturels se développent aussi bien en Europe qu'en Russie vont également avec cette sorte de mode du discours sur les dialogues des cultures. Et je vous renvoie au texte de l'UNESCO ou de plein d'organisations de l'ONU sur l'importance du dialogue des cultures et des religions, où lorsque vous les lisez, vous réalisez que la définition des religions et des cultures et des civilisations est parfaitement en harmonie, si ce n'est qu'elle est présentée sous une forme positive, mais sur le plan théorique, est parfaitement en harmonie avec ce que les théoriciens de la nouvelle droite ont cherché à construire depuis les années 60. Et je vais m'arrêter là. Merci. Скажу последнее, что в 60-е, то, что в 60-е годы, так сказать, было выдумано с точки зрения новых правил, сейчас получило развитие и отклик также и в дискуссиях ООН. Спасибо. Merci Marlène pour cette intervention décapante за ваше очень интересное выступление. dont nous allons discuter maintenant. И мы его сейчас обсудим. Oui, je vois deux demandes. Я вижу два человека хотят сказать что-то. У меня один вопрос и один комментарий. Марлен, вот Кузьмин как-то написал статью, я думаю, вы знаете, о том, что российские новые правые и западные новые правые не вполне идентичны, есть разница. Вот что вы думаете по этому поводу? А второе вот что. Все-таки российский дискурс в праворадикальной среде вряд ли надо связывать только с Мамлеевым и Головиным и вот их кругом. Оно началось раньше. Вот если вы вспомните такой текст, как слово «нация», а это 1971 год, вот там вполне нормальный биологический расизм присутствует. То есть это был очень значимый переход от 60-х к 70-м. Это было и в Европе, но там по другой причине. А у нас это конец оттепели, начало брежневского времени с поворотом к консерватизму и появление вот всяких такого рода идей, в том числе уход в религию, уход в эзотерику, появление националистических всяких взглядов в разных республиках и в России в том числе. Все это общий такой клубок, в контексте которого возникали российские расовые взгляды, которые превращались в расизм в конечном итоге. Merci Victor. Pour la première question, oui évidemment il y a des différences, enfin il y en a toujours parce que les contextes ne sont jamais les mêmes et les individus ne sont jamais les mêmes. Ce qui me paraît l'élément le plus marquant peut-être, c'est que Alain de Benoît a été beaucoup plus structuré et permanent et régulier depuis la fin des années 60 dans la construction de son argumentation, tandis que quelqu'un comme Dugin est plus éclectique
avec des références empruntées à plus large, et il a donc contribué indirectement à faire que les arguments de la nouvelle droite russe sont moins construits ou plus éclectiques ou plus diffus que ceux de la nouvelle droite française. Tout simplement parce que cette nouvelle droite, elle s'est construite essentiellement autour de certaines personnalités qui ont leur propre parcours intellectuel. Après, je pense que la résonance de chacune des droites, de chacune des nouvelles droites au sein des droites plus larges est relativement différente parce que le contexte politique et les moyens d'influencer les cercles politiques ou les médias sont relativement différents. Donc il y a toujours des différences importantes entre les deux mouvements. Et pour votre deuxième commentaire, je suis tout à fait d'accord. Les nouvelles formulations de la droite, du conservatisme russe en Union soviétique sont apparues avant ce cercle de Maliev et Golovin. Je voulais le mentionner en particulier parce que c'est peut-être le premier où les emprunts à l'Occident sont aussi nettement assumés. Et la tradition, traditionnellement en Russie, tous les textes qui débattent l'identité nationale sont en très grande interaction avec l'Occident en refusant de le reconnaître. Or là, c'est la première fois où ouvertement on revendique l'européanité et les emprunts européens de sa propre argumentation. Et peut-être c'est ça qui fait qu'ils ont eu cette première spécificité. Эссенциалистское понимание культуры, о котором говорил Виктор Александрович Марлен, когда они говорили о культурном расизме, предполагает отрицание взаимопроникновения культур. В то же время в расовом дискурсе очень важную роль играет дискурс гибридизации, метисации. Как бы qui joue un rôle très important. Comment pouvez-vous le commenter? L'une des différences entre le racisme traditionnel, phénotypique, somatique, biologique et le racisme culturel, c'est que le premier, il a une forme d'universalisme puisqu'il place tout le monde sur la même échelle. Donc il doit évidemment passer du temps à discuter des questions d'hybridation, qu'il les juge positives ou négatives, a priori il les juge négatives, alors que le principe même du racisme culturel, c'est qu'en fait la mixité est quasiment impossible, elle est toujours négative, mais elle est quasiment impossible. Or, ce racisme culturel, comme il est fondé sur le refus de l'idée qu'il existe une échelle de valeurs universaliste, par sa propre présupposition, il s'interdit d'une certaine manière des débats aussi développés que ce qu'a eu le racisme biologique sur ces questions d'hybridation. En même temps, clairement, il en a la même lecture, c'est-à-dire que plus on est créolisé et hybridisé, plus on est dégénéré. Donc il a aussi une sorte de fantasme de la pureté. Simplement, il refuse de le formuler sur un ordre hiérarchique clair ou assumé, parce qu'il est aussi construit sur l'idée que formuler aussi nettement, cette hiérarchisation pose des problèmes politiques et il espère les éviter en refusant l'idée qu'officiellement on peut comparer les civilisations. Donc en fait il fuit d'une certaine manière plus le débat que ce qu'a fait le racisme traditionnel du 19e siècle. Je ne vois pas d'autres questions. Je propose donc de passer à l'intervention suivante. Si Serge veut le rejoindre éventuellement. Je suis confus de présenter Serge смущен тем, что мне приходится представлять Сергея Делкина. Он, конечно, хорошо знаком всем здесь. Et en France également. И во Франции теперь тоже. Il est
est donc historien de la littérature et des idées et professeur dans cette université des sciences humaines de Moscou. Il a récemment publié à Moscou un essai intitulé Le sacré qui n'est pas divin. Et en France, ses publications les plus récentes sont une édition critique du voyage en Russie de Théophile Gautier et un essai paru sur le titre L'expérience du relatif. И эссе, которое появилось под названием «Опыт относительного». Le sujet de la communication de Serge Темой его выступления сегодня est la notion de race понятие расы et la logique de la и démocratie. логика демократии. La théorie raciale, je vais parler du 19e siècle par excellence. Elle est hostile à la démocratie. Elle n'accepte pas le principe de démocratique, d'égalité des gens. Le concept de race, c'est toujours un jugement de valeur au nom d'une race supérieure. Même si un sujet précis peut être considéré comme dégénéré ou non parfait représentant de la race. Et il y a beaucoup d'exemples d'une autocritique, à commencer par Tchadaïev. Dans ce sens-là, le concept de race est lié avec le racisme, parce qu'il sert de fondement de l'inégalité raciale, bien que le racisme ait bien existé avant les théories raciales. Joseph Arthur de Gobineau, qui a donné naissance à la théorie de race, dans son traité, il dit que l'idée de démocratie s'explique comme résultat de la confusion de race. Quand un grand nombre de personnes ressentent que dans leur veine il y a un sang mélangé, ils transforment en une vérité cette idée que ce qui est réel seulement pour lui. Un autre théoricien, Georges Vacher de la Cour, en 1887, dans sa conférence, il disait messieurs, il faut beaucoup de courage pour contester le principe d'égalité des gens. J'oserais le faire. Et pourtant, le concept de race, comme il a fonctionné dans le discours idéologique du 19e-20e siècle, est lié avec les problèmes de démocratie. Il sert de réponse aux problèmes contradictoires, mais aussi sociaux et politiques. Et c'est de ce point de vue que je vais me présenter. L'historien, M. Kopotov, dans son article La logique de démocratie, auquel je dois beaucoup dans mon intervention, a montré qu'à partir du XVIIIe siècle, les classifications sociales n'étaient pas fondées sur la logique des couches sociales, mais sur la logique douce des types qui sont créés autour de bons exemples ou de prototypes et qui n'ont pas de prédicat universel, même s'il y a des indices qui n'ont pas de statut de substance. En reconnaissant l'égalité de principe de tous les gens, la société démocratique a besoin de classifier ces
gens-là. Mais pour cela, il ne se sert plus de catégories comme aristocratie, clergé, etc., mais plutôt par des objets qui sont liés entre eux, d'après l'expression de Wittgenstein, par les similitudes familiales. Un des types de ces catégories, c'était la race. Et les individus étaient liés par leur lien de parenté. Ce mot-là existe bien en français, ce qui a été reflété dans la littérature française. Baudelaire oppose la race Caïn et la race d'Abel, c'est-à-dire le genre de Caïn et le genre d'Abel, c'est-à-dire les dominants et les dominés. Et à la place de l'héritage diachronique, il souligne les relations synchroniques de la dominance sociale. Le terme de race est très vague et contrairement au genre, aux espèces d'animaux, les races ne peuvent pas être réunies entre elles. Et on est obligé de postuler l'idée de la race et de confirmer cette idée par des indices qui ne sont pas très fiables, parce que ces indices peuvent exister en un nombre infini. Et ces indices-là sont biologiques et sont très nombreux, à commencer par la couleur de peau, des yeux, préférence de nourriture, etc. Dans ces conditions-là, on peut d'une façon arbitraire qualifier de race un certain nombre d'indices pareils. La race, à cet égard, fait partie d'un certain nombre de classes empiriques qui ont été élaborées par la culture du XIXe siècle. Et parmi les concepts non vérifiables, il y a des concepts géographiques d'Occident et d'Orient, on en parlait déjà. Par exemple, Patrice Sello a donné la construction de cette opposition dans la géographie linguistique, en déterminant les concepts de langage, contraire au concept de dialecte. Il y a encore un concept micro-historique, c'est la génération. On nous réfère à des processus biologiques, naissance de génération. Dans la tradition classique, une génération suppose un ancêtre, mais c'était autrefois, alors qu'aujourd'hui c'est un certain nombre de personnes qui sont rattachées à un événement historique. On dit génération de 1789. La même logique sert à argumenter d'autres idées. Contrairement à des traditions